Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de la victoire de Boston sur le Heat de Miami dans le Game 5, laissant ainsi planer l'espoir de devenir la première équipe de l'histoire à remonter un déficit de 3-0 dans une série de playoffs jouée au meilleur des 7 matchs. Nous allons également parler de la couverture médiatique des Nuggets, de l'annonce de la retraite de Carmelo Anthony. Pour m'accompagner, c'est Charles que je salue immédiatement. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Alors Charlie, on pensait, toi et moi, faire, très sincèrement, on va le dire, on pensait faire la preview des finales, potentiellement. Et là, Boston vient de nous dire non. Non, clairement non. Voilà, ça va pas se passer comme ça. Oui, bah tant mieux pour le suspense. Ça aurait été décevant d'avoir les deux finales de conférence jouées en 4 ou 5 matchs. Donc évidemment, tant mieux pour le suspense et tant mieux pour l'intérêt de ces playoffs. Moi, ce que je sais, c'est que je sais rien. Voilà comment je pourrais résumer ma capacité à comprendre cette série entre Boston et Miami. Même, j'ai envie de te dire, le parcours intégral de Miami dans ces playoffs. Hein. Ouais, l'intégralité de ces playoffs, de toute façon. Ouais, presque, ouais. Alors qu'on les pensait au bord du précipice, prêts à rendre les armes devant un déficit qui, historiquement, est synonyme d'élimination, 100% du temps. 150 fois sur 150 pour le moment. Hein. La dernière en date, c'était les Lakers face à Denver. Les équipes qui étaient menées 3-0 ont perdu. La dernière équipe qui a réussi à remonter et à s'offrir un Game 7, c'était en 2003, c'était les Trail Blazers face aux Mavericks. Et ils se sont inclinés. Il n'y a eu que 3 équipes qui ont réussi à pousser un Game 7, hein, je le rappelle. Boston, là, nous a offert un sursaut d'orgueil qu'on n'attendait plus dans le Game 4 à Miami, suivi d'une performance inspirée dans ce Game 5 cette nuit. 2 victoires assez nettes, sans bavure, qui pourraient nous laisser croire qu'un exploit n'est pas exclu. Charles, il se passe quoi exactement dans cette série ? Est-ce que tu peux m'aider à faire sens de ce qui est en train de se passer ? Bah, c'est clair que pour Boston, c'est beaucoup mieux depuis 2 matchs. Tu l'as dit, ils retrouvent un peu ce qui a fait l'identité de cette équipe. Tout part de la défense, de toute façon, on le sait, hein, souvent en playoff, C'est comme ça que ça fonctionne, et notamment d'un Marcus Smart qui retrouve une influence plus importante sur le jeu de son équipe. Tu te souviens, la dernière fois, le dernier podcast qu'on avait fait ensemble, à l'issue des 3 premiers matchs, on avait insisté sur le fait que Boston, au-delà de la question de l'élimination ou non, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, on ne se projetait pas dans une autre issue que leur élimination, mais on avait insisté sur le fait qu'ils devaient absolument montrer un autre visage. Et de ce point de vue-là, la mission, elle est plutôt remplie, que ce soit le match 4, où malgré le fait que Miami fait une très grosse entame et prend rapidement une dizaine de points d'écart, les Celtics n'ont jamais baissé les bras et se sont imposés, notamment grâce à un 3e quart-temps monstrueux, ou cette nuit, le match 5, où après même pas 10 minutes de jeu, ils ont déjà 15 points d'avance, et jamais Miami n'a réussi à revenir. Donc, quelque part, c'est déjà quelque chose de rassurant, parce qu'encore une fois, une élimination trop sèche aurait vraiment pu avoir des conséquences importantes pour cette équipe, ça aurait vraiment pu provoquer une cassure dans le groupe. Voilà, maintenant, ce sursaut, comment il s'explique ? Il s'explique déjà par le fait que Boston a enfin trouvé des solutions contre la zone du Heat. D'ailleurs, Tatum et Brown l'ont évoqué à l'issue du match 4, avec des mots, d'ailleurs, mais hallucinants. Je sais pas si ça t'a choqué, ça, mais moi, ça m'a fait halluciner, parce que Jaylen Brown a expliqué qu'ils avaient eu besoin de temps pour comprendre la défense du Heat. Ouais, tout à fait. Ce type de défense, Miami l'utilise depuis longtemps. Ils l'ont beaucoup utilisé les saisons précédentes, et notamment dans des confrontations directes contre Boston, à commencer par la finale de conférence de l'année dernière, ou celle de 2020, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, il y a plusieurs vidéos YouTube, et notamment de Coach Nick, qui l'a évoqué dans une vidéo où il explique que Boston faisait à l'époque beaucoup mieux circuler le ballon, et que Tatum et Brown étaient beaucoup plus dans un rôle de création, et que c'est aussi comme ça qu'ils pouvaient sanctionner la zone du Heat. Donc j'avoue que moi, cette déclaration, elle m'a un peu fait halluciner. Ces ajustements, ils sont les bienvenus, mais comme dirait l'autre, ça vient un peu tard. Bon, alors après, mieux vaut tard que jamais, hein. Mais c'est une énorme anomalie qu'il ait fallu attendre 3 matchs pour retrouver des schémas offensifs que, normalement, Boston connaît et maîtrise déjà. Effectivement, on a l'impression que, effectivement, depuis le début de ces playoffs, que Boston, on n'arrête pas de l'expliquer à chaque fois, mais présente vraiment à chaque fois 2 visages. Et là, contre Miami, ils ont malheureusement enchaîné 3 matchs avec le pire de leur... le mauvais visage, exactement. Le pire de ce qu'ils pouvaient produire dans ces playoffs. Et tout d'un coup, ils sont, comme tu dis, retournés, je suis tout à fait d'accord avec toi, ils sont retournés sur leurs fondamentaux. Et la défense a commencé par ça. On voit bien que défensivement, notamment les points... Un bon indicateur sur ces 2 matchs-là, c'est les points qu'ils inscrivent sur les balles perdues.
Dans le premier match, dans le game 4, ils ont eu un avantage de 27 points à 14 en points inscrits sur balles perdues. Et le match de cette nuit, c'était 27-19 d'avantage. L'autre point déterminant, c'est leur adresse. Et ça, je vais en parler un peu plus en avant tout à l'heure. J'ai quelques chiffres qui sont assez hallucinants là-dessus, mais leur adresse au tir est primordiale. C'est exactement ce que tu viens de dire là. Ça tient aussi du fait de savoir attaquer une zone. Parce que si tu sais pas attaquer une zone, bah forcément, tu finis par t'enfoncer dans un jeu qui n'est pas le tien. Et c'est exactement l'impression que nous donnait Boston. Ils étaient méconnaissables sur le parquet. À commencer par Jason Tatum. Et là, Jason Tatum, Dieu sait que je l'ai critiqué dans le dernier podcast, il me semble qu'on a fait. Enfin, en tout cas, j'ai pointé du doigt son manque de capacité à la création, qui était quand même assez décevant, malgré tous les progrès qu'il a présentés ces dernières saisons. Et là, on voit tout d'un coup Jason Tatum qui a arrêté de forcer des tirs et de jouer à contre-courant de ce que le match lui proposait. On l'a vu prendre beaucoup plus la dimension de ce qu'il fallait faire et du rôle qu'il devait prendre dans cette série. Il a marqué 21 points, 11 passes décisives. Franchement, un match incroyable. C'est un de ses meilleurs matchs pour moi des playoffs parce qu'il a su être ce leader dont Boston a besoin sur le terrain, prendre les bons shoots, faire jouer les autres, faire bouger la défense de Miami et ressortir les ballons comme il le faut. C'est un peu, ça paraît un peu résumé très rapidement le truc, hein, c'est exactement vrai. Mais quand je vois ça, je me dis que Boston joue son meilleur basket quand Jason Tatum est à ce point central dans tout ce qui se passe, quoi. Tout à fait. Mais de toute façon, les playoffs de Tatum, ils sont assez frustrants parce que complètement. En fait, il y a même eu des matchs où on avait l'impression qu'il passait complètement à côté de sa rencontre et où tout à coup, dans le 4e quart-temps, il se mettait à devenir extrêmement juste dans ses décisions, sans forcément être le principal scoreur dans ces moments-là, mais en faisant les bonnes passes, en ayant la bonne activité défensive. C'est vraiment, honnêtement, c'est vraiment difficile je trouve, de juger les playoffs de Tatum. Mais évidemment, on peut être déçu parce que on attendait cette équipe de Boston beaucoup plus dominante, et donc forcément, comme lui est supposé être le leader de cette équipe, il y a forcément des responsabilités qui vont retomber sur lui, mais ouais, c'est vraiment des playoffs assez particuliers qui nous fait Tatum. Mais voilà, tu l'as très bien dit, effectivement, plusieurs fois dans cette campagne, on se disait qu'on ne retrouvait pas du tout le jeu de Boston, et c'est vrai que là, depuis 2 matchs, de ce point de vue-là, c'est beaucoup mieux. Maintenant, il faut quand même pas non plus oublier, on est quand même beaucoup dans la culture de l'instant, et c'est normal, hein, tu vois, des matchs sont tellement proches, on change, et puis surtout ces playoffs nous ont réservé tellement de surprises qu'on s'attend à tout, mais il faut quand même pas oublier que Miami a quand même encore une occasion de clore l'affaire à domicile. Tout à fait. On les connaît, c'est une équipe qui ne va absolument rien lâcher, c'est dans leur ADN, à voir si Gabe Vincent sera de retour, et ce serait important pour cette équipe, d'autant plus que Kyle Lowry la nuit dernière a vraiment eu du mal. Et au-delà de ça, Gabe Vincent, sur cette série, c'est le 3e scoreur de l'équipe, il tourne à 50% à 3 points, il a un vrai rôle dans le jeu de Miami, et d'autant plus qu'on voit à quel point le Heat est tributaire de son adresse longue distance. Là, sur ces 2 derniers matchs, je crois qu'ils sont à 8 sur 32 sur le match 4 et à 9 sur 23 sur le match 5. Tout à fait. Voilà, en fait, dans l'absolu, on le sait, c'est une donnée qu'on connaît depuis le début de cette campagne de play-off. Miami, offensivement, c'est pas du tout l'équipe la plus brillante de la ligue, on le sait, ils sont un peu en galère souvent, ils ont pas une palette colossale, si les tirs de Caleb Martin, Duncan Robinson, Max Strus, etc. ne rentrent pas, c'est compliqué, même si Duncan Robinson nous a montré maintenant qu'il était capable d'aller chercher des points en drive, ce sur quoi, franchement, j'aurais pas misé il y a Moi non pas plus. longtemps. À chaque fois qu'il le fait, je me dis, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est qui est ce nouveau joueur qu'on ne connaît pas, ce joueur? Incroyable. Ce mec était quand même complètement hors de la rotation au mois de mars dernier, quoi. Faut quand même le rappeler, c'est quand même n'importe quoi, cette histoire. C'est du Spoelstra dans le texte, quoi. C'est du Spoelstra et du Miami, parce qu'on sait très bien que Miami, tu vois, par exemple, sur l'état physique de ces joueurs, ils sont hyper vigilants, même sur les mecs qui sont en bout de banc, en bout de rotation, t'as pas le droit de te laisser aller, tu dois continuer à bosser. Enfin voilà, c'est vraiment la culture de cette franchise, d'exigence constante qui est récompensée quand, effectivement, tu ressors des joueurs du frigo et qu'ils sont immédiatement capables d'être impactants. Alors, Kyle Lowry, ils l'ont pas sorti du frigo, du freezer assez vite avant le dernier match. Le mec, il était encore un petit peu
un petit peu dans la glace, quoi. Hein, Ouais. clairement, et Laurie nous a fait un match dégueulasse. C'est dommage parce que Gabe Vincent, quand j'ai vu qu'il était absent du match 5, Gabe Vincent, c'est quand même 17,5 points en moyenne dans ses finales de conférence, 57,9% de réussite au tir et 50% à 3 points. Autant dire que le gars, il est absolument hallucinant, déterminant pour ce que fait Miami sur le terrain, quoi. Et non, là, Laurie, il est passé complètement à côté de son match. Une passe décisive, 4 balles perdues, 5 points, 2 rebonds. Ouais. Bon, vas-y, merci, au revoir. Oui, mais on peut pas résumer sa campagne de playoff à ça, quoi. Absolument pas. Enfin, je veux dire, non, je dis ça pourquoi ? Je dis ça parce que, effectivement, là, Boston paraît magnifique alors c'était pas du tout l'usage qu'ils nous ont montré juste avant. Rien, on sait pas à quoi s'attendre, en fait, à chaque match. Et là, Miami nous montre pas son bon visage, clairement, alors que Boston semble tout d'un coup avoir repris de sa superbe. Tout à l'heure, on parlait de la défense de Boston. Je veux dire, Mazzulla vient tout d'un coup de redécouvrir Grant Williams et Robert Williams sur son banc. Il avait commencé le premier match avec Robert Williams sans faire jouer Grant Williams. Il a joué comme ça avec leurs minutes. Et tout d'un coup, maintenant, il se dit, ah tiens, putain, si je donne des minutes conséquentes à ces deux gars-là, eh ben, ma défense, elle est bonne. Mes rebonds, je me fais plus assassiner au rebond. Adebayo, il arrête de me marcher sur le visage en permanence. Dingue. Tu vois, non, mais c'est exactement par rapport à la même chose que ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la défense de zone et savoir attaquer la défense des zones. Tu te dis, mais qu'est-ce qui a pu vous prendre aussi longtemps pour comprendre que si vous jouez ces deux joueurs-là qui défensivement mais transcendent totalement l'équipe, ben, ça va changer beaucoup de choses en fait sur le terrain. Ben, en fait, c'est d'autant plus frustrant à mes yeux que en fait Mazzulla il fait partie du staff, il a fait partie du staff d'Udoka, avant il a fait partie du staff de Brad Stevens, c'est-à-dire que les confrontations précédentes que j'évoquais tout à l'heure, où Boston devait déjà faire face à la zone de Miami, il était déjà là, Mazzulla. Il a déjà vécu ces moments-là. Enfin, vraiment, je ne comprends pas comment est-ce ils ont pu mettre autant de temps à s'ajuster, et je dis et je parle au pluriel et pas juste à propos de Mazzulla, parce que Mazzulla, il a un staff. Même Brad Stevens, il est dans le coin. Brad Stevens, il a joué contre la zone de Miami. Comment c'est possible qu'ils aient attendu 3 matchs pour faire ces ajustements ? C'est inexplicable pour moi. C'est vraiment inexplicable. Ah, surtout quand tu commences par 2 matchs à domicile et que... clairement, enfin, je veux dire, bref. C'est ainsi. Et là, il y a Derrick White qui nous a sorti l'histoire. Alors, l'histoire de cette série de playoffs, pour l'instant, j'ai envie de dire, puisque quand on voit comment c'est en train de tourner, j'ai trouvé ça assez hallucinant. Il a raconté que le matin du Game 4, le coordinateur vidéo Matt Reynolds est sorti de sa réserve habituelle, mais qui est plutôt silencieux. Il est là pour aider Mazzulla la plupart du temps à savoir s'il faut faire un challenge ou pas sur les coups de sifflet des arbitres. Il est également là, donc analyse vidéo, c'est coordinateur vidéo, c'est aussi montrer aux joueurs qu'est-ce que tu peux améliorer, comment les équipes défendent sur toi, comment il faut attaquer les défenses, et ainsi de suite. Bref. Et ce gars-là a dit, ne laissons pas une mauvaise semaine gâcher 9 mois d'excellence. Qu'est-ce qu'il a dit en disant ça ? Il dit en grosso modo que, et c'est vrai, les chiffres le montrent, c'est qu'on est tombé dans cette série sur une espèce de... Il y a 2 choses qui se sont percutées en même temps. Il y a eu cette adresse incroyable de Miami qui, sur les 3 premiers matchs face à Boston, plante quasiment 48% de ses tirs à 3 points. Oui, c'était délirant. Ce qui, on a déjà rappelé, est totalement une anomalie colossale par rapport à tout ce qu'ils nous ont montré auparavant. Tandis que Boston, eux de leur côté, ont affiché une des pires adresses, un des pires reculs en termes d'adresse qu'on ait vu de mémoire de fans, quoi. Et en fait, cette rencontre de 2 moments, c'est-à-dire Boston qui dans un slump pas possible, et Miami qui prend feu comme jamais on a vu, font que ça explique en partie pourquoi Miami a pris cet avantage probablement décisif de 3-0. Oui. Maintenant, c'est un peu simple de dire ça, quoi.
Oui, Tu vois. voilà. Je suis désolé, tu peux pas juste dire ah ben on perd les matchs parce que les mecs ils mettent plus de paniers que nous. En fait, ça marche pas comme ça. C'est pourquoi est-ce que votre attaque est aussi inefficace? Parce que vous êtes pas foutu de savoir attaquer cette zone. Et pourquoi est-ce que vous laissez autant de tirs ouverts à Miami? Parce qu'il y a un énorme problème dans la mentalité et dans la capacité de cette équipe à mettre l'intensité qui est demandée en playoff, quoi. Mais alors maintenant, Charlie, alors, voilà, mais on en vient à la question que j'allais poser. Maintenant on vient de dire ça, est-ce que c'est possible que Boston inverse cette situation ou pas, à ton Mais avis? alors comment? En fait, le problème c'est que tu me demandes est-ce que c'est possible? Franchement, tu vois, si je regarde dans le prisme, dans ce qui s'est passé là depuis le début de ces playoffs, s'il y a bien une année, non mais tu vois, s'il y a bien une année où il y a une équipe qui parvient à arracher un Game 7 et va écrire l'histoire à domicile en s'imposant, en devenant la première équipe à remporter une série après avoir été menée 3-0, bah, je serais même pas étonné en fait, parce que cette année, de toute façon, on est dans une playoff qui est insensée à bien des égards, donc oui, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Maintenant, je crois toujours que Miami va conclure l'affaire je crois que c'est la nuit de samedi, Ouais, le c'est ça, match dans la nuit 6. de samedi à dimanche, je crois. Parce que en fait, pour une raison qui est toute bête, c'est que j'ai du mal à imaginer cette équipe de Miami version playoff 2023 perdre 4 matchs consécutifs, en fait. Voilà. J'ai du mal à imaginer Butler et Adebayo être à nouveau en galère, parce que cette nuit, ils ont été quand même bien en galère. Ils ont vraiment eu du mal, avec notamment une première mi-temps très très compliquée, ce qui a évidemment aidé Boston à faire le trou. Adebayo, j'ai envie de dire, j'ai noté ça dans mes notes. Adebayo, pour moi, c'est la clé de Oui, cette histoire. C'est que Adebayo a totalement dominé les 3 premiers matchs. Et tu vois les deux derniers, là, ça va pas du tout. Offensivement, il est hors du coup, il perd beaucoup trop de ballons. À quel point c'est la défense de Boston qui a réussi à s'adapter ou pas à Adebayo? Est-ce qu'ils ont réussi à le sortir de la série? Je serais incapable de dire ça, puisque Adebayo, j'ai beaucoup trop de respect pour lui. oui, moi je pense Et que Adebayo Spoelstra, nous a déjà sorti des trucs comme ça. oui, voilà. Ça lui arrive des fois d'être vraiment dominant, et tout d'un coup, il va avoir un match, 2 matchs où il va vraiment pas répondre présent, et tu vas te dire, limite à t'énerver contre lui, à te dire, mais il est où, Bam? Qu'est-ce qu'il fait? Et pourquoi il est plus aussi présent qu'il l'a été? Et puis il va te sortir un match à 20 points, 17 rebonds, 5 contres Voilà. et 8 passes, et puis là, tout d'un coup, tu vas dire, ah oui, c'est ça, ah Ah, oui, merci. il était pas si loin en fait. Non mais Ok, voilà. Adebayo. Non mais en plus Spoelstra, tu vois, j'ai tout à fait confiance en Spoelstra pour le remettre en selle. Enfin, je n'imagine pas sortir de cette série. Je pense que ce serait trop. Enfin, c'est pas possible. En fait, je pense qu'il est dans un environnement qui fait qu'il décrochera pas de la série. Et puis voilà, moi j'insiste un peu, mais je pense que vraiment le retour de Gabe Vincent, il est hyper important parce que il va faire beaucoup de bien à l'équipe. Je pense que retrouver Kyle Lowry en sortie de banc, ça lui convient beaucoup mieux également, et donc ça pourrait lui permettre de redevenir un peu plus influent. Donc oui, moi j'avoue que je pense toujours que Miami va conclure l'affaire en 6. Après, écoute, encore une fois, moi mon prono c'était Boston en 7. Hein. Donc si exploit il y a, je serais pas non plus complètement mécontent. C'est Mais clair. voilà, je reste sur Miami. Je trouve que cette équipe mérite vraiment de retourner en finale NBA après ces playoffs de fou, tous les upsets qu'ils ont réalisés. Enfin, vraiment, il faudrait réécouter l'intégralité des podcasts qu'on a fait depuis la campagne de playoffs et en fait se rendre compte à quel point on sait même plus quoi dire en fait sur cette Ça équipe de serait trop Miami, tu vois. douloureux, ouais. Mais en Ouais. fait, on sait même plus quoi dire. Je pense qu'on se rendrait compte que, mine de rien, on réutilise les mêmes superlatifs d'un numéro à l'autre. Parce que qu'est-ce que tu veux dire, en fait, d'autre face à une équipe qui a été autant en galère, qui a terminé 8e après un play-in dégueulasse, qui a perdu son 6e homme, qui a perdu... Enfin, il y a trop de manques. Enfin, voilà, vraiment, on se rend... C'est fou. Si tu regardes les 3 premiers matchs de cette série, t'as l'impression qu'à Miami, t'as que des mecs qui ont été draftés dans le top 10, dans le top 10 de leur draft, quoi. Eh ben non, les gars sont quasiment tous des non-draftés, en fait. Enfin, tu vois, c'est juste fou. Donc voilà, je trouve qu'en termes de mérite, même si je sais que dans le monde du sport professionnel, le mérite, bien souvent passe à l'as, là, vraiment, je trouve que Miami s'est offert, en tout cas, ils se sont offert le luxe d'être dans une situation où, en fait, avoir perdu ces 2 matchs, c'est pas grave. Ça peut être complètement anecdotique et un détail s'ils gagnent le match 6 à domicile, quoi. Moi, je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. Effectivement, j'avais trouvé une autre stat qui était assez marrante concernant Miami et le côté un peu incroyable de leur parcours. C'est le site Second Spectrum, qui est un site d'analyse statistique.
et qui expliquait qui a montré la différence entre la qualité des shoots pris par Miami et leur pourcentage réel de réussite au tir. Et il montrait que ils ont un niveau historique entre une qualité de shoot qui est plutôt médiocre et une réussite qui est absolument incroyable. Et dans cette série face à Boston, la seule équipe qui a réussi à avoir un meilleur pourcentage entre la qualité des shoots pris et le pourcentage de réussite au tir, c'est eux-mêmes dans leur série face à Milwaukee. C'est quand même assez incroyable. Ça, je la trouve assez folle, en fait. Non, mais Ça montre le côté complètement dingue de ce qu'on vit avec Miami depuis le début de ces playoffs, quoi. Non, mais c'est ça, c'est que cette campagne de playoff de Miami, elle est complètement irrationnelle. Et vraiment, de toute façon, on insiste là-dessus parce que c'est hyper révélateur. Mais regardez le pédigré et le CV des joueurs qui jouent plus de 30 minutes par match côté Miami. T'as vraiment des mecs, t'as des non draftés. Kevin Love qui a été coupé par les Cavs. Kyle Lowry que tout le monde estimait cramé. Hier, Ice Smith a joué 36 minutes. Enfin, ouais, on est en finale de conférence. Et il a été efficace. Bien sûr. Non, mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, quels que soient les joueurs que Spoelstra sort, il arrive à leur trouver une utilisation qui est cohérente, qui est adaptée à leur qualité, qui est adaptée aux besoins de l'équipe. Et c'est aussi pour ça que moi, cette équipe, elle me plaît autant. C'est que c'est vraiment... c'est vraiment... Il nous fait un festin avec rien, quoi. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Ouais, complètement. Écoute, Eric Spoelstra s'est montré plutôt confiant, Jimmy Butler aussi. Jimmy Butler qui est sorti de matchs plutôt moyens. On était tellement habitués de voir Jimmy Butler marcher sur l'eau que ça fait bizarre. Je pars du principe que Miami va s'imposer au Game 6. Comme je l'ai dit tout à l'heure en intro, qu'est-ce que j'en sais? J'en sais absolument rien. Mais on va voir ça. Juste, admettons, Charlie, et on va terminer là-dessus, cette analyse de la série Miami-Boston, là. Si jamais Miami venait à perdre cette série, admettons que l'impossible devient possible. Qu'est-ce que ça signifierait pour Jimmy Butler et le Heat de Miami de passer d'équipe complètement folle qui sort Milwaukee, qui sort les Knicks, qui prend un avantage de 3-0 sur Boston et qui s'écroule pour la première fois de l'histoire de la Ligue, devient cette équipe qui se fait battre en 7 matchs finalement. Quel serait l'impact, selon toi, sur Jimmy Butler et ce club? Alors, je pense que le Butler d'il y a quelques années aurait eu un niveau de rage qui fait que tous les autres joueurs de Miami auraient eu intérêt à se planquer pendant tout l'été. Mais je sais pas, aujourd'hui, je sais pas. Aujourd'hui, je saurais pas répondre à cette question. Effectivement, je te dis, je pense que le Butler époque Wolves, par exemple, ça lui fait péter un plomb, une histoire comme ça. Et je pense que encore aujourd'hui, si ça arrive, il va extrêmement mal le vivre et ça va énormément le frustrer. Après, est-ce que ça aura des conséquences profondes sur sa relation avec la franchise, sur son avenir au sein de la franchise? Ça, j'en doute vraiment, parce que je crois vraiment qu'aujourd'hui Butler, il a trouvé à Miami l'endroit, la franchise qui lui convient le mieux, en fait. Il y a aucune franchise en NBA qui convient mieux à ce joueur que cette équipe-là. Je pense pas qu'il y ait de coach qui lui convienne mieux que Spoelstra aussi. Les deux, depuis le début de la campagne de playoff, les deux ont plusieurs fois évoqué leur relation. Spoelstra, notamment, en a pas mal parlé. Et de toute évidence, ils s'entendent extrêmement bien, ils sont sur la même longueur d'onde, donc je sais pas s'il y aurait vraiment des conséquences, je sais pas. De toute façon, il faut être conscient du fait que si à la fin du play-in, tu dis aux fans de Miami, vous allez jouer une finale de conférence Est, personne te croit, tu vois, donc... Non. Il faut pas non plus tomber dans il faut pas que la déception prenne une dimension qui est trop importante, parce que cette campagne de play-off, elle vient rappeler une fois de plus, c'est que quand, dans ton équipe, tu as Spoelstra, Jimmy Butler et Bam Adebayo, tu as une base incroyable pour continuer à être extrêmement ambitieux pour la suite. Et Jimmy Butler, il est pas non plus... il est très très loin d'être cramé. Il va avoir 34 ans, il me semble, cet hiver. Il lui reste encore quelques belles saisons, et je pense que ce serait une grosse erreur de sa part et de la part de la franchise que, tu vois,
de surréagir à ça, tu veux Voilà, dire? exactement, de Mmh. surréagir à ça. Ouais. Ouais, je trouverais ça d'une injustice incroyable. Après ce parcours, de se retrouver épinglé dans l'histoire, dans les livres d'histoire de la Ligue, comme le club qui a perdu un avantage de 3-0. Là. Mais c'est pour ça que moi j'y crois pas, tu vois. Je peux C'est- pas imaginer Je que trouverais ça fou. cette équipe, avec ce caractère qu'ils ont, ils laissent ça arriver. Alors Ouais, après, si Boston joue à 150% de leur capacité, tu vois, quel que soit le caractère de Butler et de bien Miami, sûr. ça va être extrêmement compliqué. Oui, mais d'accord, mais est-ce que Boston, depuis le début de ses playoffs, nous a une seule fois donné la sensation qu'ils étaient capables d'enchaîner 3 ou 4 matchs à ce niveau-là? Non, Bah voilà. non, non, absolument pas. C'est pour ça que ce serait totalement inattendu. Mais bon, le nombre de fois où j'ai dit ce mot, je me suis dit cette phrase, c'est totalement inattendu Ouais. dans toute cette campagne de playoff. Je veux dire, bon. Euh, Par contre, je vais te dire, le hit, clairement, hein, s'il y a un club qui, ces dernières saisons-là, je sais plus combien de fois ils ont fait, ça fait combien de fois qu'ils sont en finale NBA là sur les dernières saisons. En Je crois finale que NBA, ce serait la deuxième fois après 2020. oui, non, mais depuis sur les 13 dernières saisons, ça serait Ah, leur sixième apparence en finale NBA. Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que s'il y a un club qui est en train de se vendre, je pense, aux yeux de toutes les superstars de la ligue aujourd'hui, dans leur façon de gérer la construction d'équipe, de gérer leur stars, de prendre soin de tout le monde et tout ça, enfin bref, en termes de coaching, en termes de qualité de vie, en termes de tout, c'est oui. bien le hit de Miami. Ah, mais bien sûr. S'il y a une superstar qui dans la ligue demain est mécontente et se dit tiens, où est-ce que je pourrais aller signer pour vraiment être compétitif, pour vraiment écrire une nouvelle page de ma carrière et ne pas me croûter dans ma décision, je pense que Miami arrive en haut de la liste, clairement. Alors ouais, mais une superstar qui a pas trop d'ego. Parce qu'une superstar qui a trop d'ego, je sais pas si elle va accepter le caractère de Jimmy Butler, je sais pas si elle va accepter le fait que bah, à Miami, tout le monde bosse et il n'y a pas de passe droit. Enfin voilà, tu vois, il y a aussi ces Moi, je te, éléments-là ouais, qui peuvent rentrer en compte. Moi, je te parle d'une jeune star. Butler, il a 33-34. Bon, moi, je parle de l'après-Butler, quelque part. Je parle plus de ça. Je parle pas Ah oui. d'aller rejoindre Butler maintenant tout de suite. Ah mais moi je parle, moi je pense que, tu vois, je vais te prendre un exemple tout con, et je te dis pas du tout que ça va arriver et j'y crois pas. Mais on a quand même eu beaucoup de bruit sur le fait qu'à Boston, ça se passait pas forcément extrêmement bien, qu'il y avait des rumeurs de cassure un peu dans le groupe. Si demain un Jaylen Brown il veut se barrer, mais moi je suis Jaylen Brown, mais je veux aller à Miami, quoi. Ouais, alors, putain, il va falloir sortir le Non mais chèque. évidemment, non mais c'est pour ça, tu vois, je te dis pas du tout que ça va arriver, mais Hmm. c'est pour te donner un exemple, tu vois, d'un joueur qui est pas forcément une superstar, mais qui est parmi ce qui se fait de mieux en NBA, parmi les lieutenants, il faut bien dire ce qui est. Aujourd'hui, Jaylen C'est Brown, sûr. c'est quand même très très haut niveau, comme Ah, l'était mais Chris Middleton complètement. l'année où les Bucks ont gagné le titre. Enfin, voilà, c'est vraiment le genre de joueur dont une superstar a besoin si elle veut aller au titre. Euh, un profil comme ça aujourd'hui, qui est hyper ambitieux, mais ambitieux sportivement, hein, je veux dire pas du tout ambitieux sur son contrat ou des trucs comme ça. Bah, c'est tellement intéressant pour lui d'aller dans une équipe comme ça. C'est surtout un profil two-way, défensif-offensif, Bah ouais. qui est excessivement rare en NBA. Le mec, il est élite défensivement, élite offensivement. Enfin, défensivement, pour le coup, j'ai quelques critiques à lui faire sur cette campagne de playoff parfois. Offensivement aussi, j'ai Euh, quelques critiques à lui oui, faire, oui, moi. bien sûr. Ouais, et il y a un côté, il a un manque de constance parfois t'as envie de t'arracher les cheveux si t'es fan des Celtics. Ouais. Mais, euh, mais ça reste un joueur qui a encore un potentiel d'évolution. Enfin, Bien sûr. il coche toutes les cases, clairement. Si tu as Mais c'est... si t'as un club qui est capable de développer, de continuer à développer son talent, Mais je voilà, pense c'est qu'il clair peut. qu'aujourd'hui, moi, je suis un role player en NBA ou un lieutenant, ou, tu vois, quel que soit mon niveau. Quelqu'un d'ambitieux, Ouais, 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 voilà. Quelqu'un d'ambitieux sportivement, ouais, et ouais. même, en fait, quelqu'un qui veut progresser. Avec un coach comme Hmm. Spoelstra, tu ne peux que progresser, en fait. Quel que soit ton âge, tu ne peux que progresser avec ce mec-là. Et donc, oui, évidemment, aujourd'hui, je pense que Miami, en tant que franchise, est l'immense gagnant de ces playoffs, quelle que soit Hmm. l'issue de ces playoffs. Ouais. Enfin, Le taf de Pat Riley en 30 ans à la tête de cette franchise est absolument. incroyable. C'est. Ouais, c'est.
Et avec des petites décisions qui sont tellement importantes. Enfin voilà, on l'a déjà évoqué, hein, mais le fait d'avoir conforté Spoelstra quand LeBron Tout était à pas fait. très sûr d'en vouloir, par exemple, à l'époque, ça passe un peu inaperçu, mais enfin, aujourd'hui, 10 ans plus tard, waouh, Ce qui est waouh, drôle, c'est le qu'on poids de est, cette ouais, décision, quoi. c'est qu'on est capable. Enfin, moi, j'ai eu la chance. Parce que tu sais, c'est des trucs de longue haleine, qui se passent sur le long cours. Et pour tous les gens qui de ma génération, qui sont dans les années 80 et qui ont pu suivre ça au fil des années, au fil des saisons, c'est quand même. Il faut bien qu'on réalise le travail accompli et la qualité du travail accompli. C'est Ouais. assez incroyable. On va passer à la suite. Je voulais parler un petit peu avec toi des Nuggets et des médias parce qu'il s'est passé beaucoup de choses assez intéressantes depuis l'élimination des Lakers. Notamment un truc qui a un peu déclenché, enfin, un peu cristallisé, on va dire, tout ça. C'est le moment où LeBron James, pendant sa conférence de presse, a laissé entendre qu'il pourrait prendre sa retraite à la toute fin de sa conférence de presse d'après-match. Après l'élimination des Lakers qui s'est passé donc sur un sweep. Je précise au moment où il parle de ça, il n'y a aucune question qui lui a été posée à ce propos, que le responsable presse des Lakers vient d'annoncer à l'ensemble des journalistes que ce sera la dernière intervention de LeBron James pendant ce point presse. Et donc, il y a une impossibilité des journalistes de réagir à ce qu'il va dire. C'est LeBron finit de parler et tout le monde passe à autre chose, quoi. Et plutôt que de parler du parcours des Nuggets, du fait qu'ils atteignent les finales NBA pour la première fois de leur histoire avec un effectif construit autour d'un double MVP, tout ça, et je suis pas en train de chouiner, hein, même si ça peut sembler être le cas, mais la grande majorité des médias américains, pas tous, il faut bien le préciser, pas tous, il y a plein de gens qui ont très bien fait la balance entre les deux informations, parce que c'est une information qui était importante, mais il y en a beaucoup de trop à mon goût de médias se sont engouffrés dans la brèche en se disant est-ce qu'il est sérieux, est-ce qu'il est pas sérieux, ah non il est pas sérieux, mais alors pourquoi il dit ça, et tatati tatata, et qu'est-ce que ça veut dire, et tout le bordel de qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut. Et voilà, et on est parti sur est-ce qu'Anthony Davis doit être transféré à Atlanta pour faire venir Trae Young, Kyrie Irving, alors que Kyrie Irving, moi-même je te taquine avec ça et je m'amuse avec toi de cette histoire de Kyrie Irving, mais il faut bien comprendre que Kyrie Irving, Dallas a la main sur le dessin de Kyrie Irving, ça ne se passera pas sans l'aval de Dallas. Et il faut bien comprendre que ça ne m'amuse pas du tout aussi. Voilà. Si on parle sérieusement de Kyrie Irving et du fait qu'il va partir de Dallas, il faut que les Lakers fassent. Il y a 10 000 choses qui doivent se passer très compliquées pour que ça se produise réellement, concrètement dans la réalité. Donc voilà. En vrai, voilà, c'est pas forcément un coup de gueule que je voulais passer, mais parce que je suis pas en colère en vrai. Je comprends tout à fait que la NBA est avant tout un spectacle, que l'aspect sportif et la réussite sportive, ce qui se passe sur le terrain, n'est qu'une partie d'un ensemble beaucoup plus vaste aujourd'hui, surtout à l'heure des réseaux sociaux, où tu consommes de la NBA, tu parles de NBA et quelque part, regarder les matchs, c'est tout à fait secondaire. Mais c'est juste que quand je vois ça, j'ai pas pu m'empêcher de penser à Tim Duncan et aux Spurs, ou à Dirk Nowitzki et aux Mavericks, où voilà, typiquement, Tim Duncan et les Spurs, on va s'arrêter là-dessus. C'était un club qui répondait pas aux normes marketing. Tu vois, enfin, Nikola Jokic aujourd'hui n'est pas dans 15 publicités, il n'a pas de chaussures à son nom. Ils ont bien expliqué qu'ils refusent la plupart des interviews en one-to-one, enfin en face à face. Il n'est pas dans un club dysfonctionnel. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il gagne le titre avec son club pour que ça change. Et je pense que ça changera à partir de ce moment-là parce qu'ils feront partie ils seront tout en haut de la hiérarchie de la NBA. Et Tim Duncan, c'est ce qu'il a réussi à faire. Il s'est imposé quelque part à la Ligue parce que son équipe et son talent étaient... tu pouvais pas faire sans, en fait. Tu pouvais pas regarder ailleurs, quoi. Dirk Nowitzki, ça a été longtemps le punching ball des médias américains, le visage du joueur européen soft et incapable de s'imposer physiquement et athlétiquement face à ses adversaires. Et le gars nous a remporté un des plus beaux titres face aux Heatles de LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosh. Je sais pas ce que t'en penses de ça. Alors, Duncan, pour moi, il avait un avantage par rapport à Jokic, c'est qu'il avait Popovic avec lui. Popovic qui était considéré à la fois comme un des plus grands coachs de l'histoire de la Ligue et qui est aussi
il est très bon médiatiquement, Popovic. On s'en rend pas forcément compte, mais il est assez bon médiatiquement. Donc ça, je pense que ça l'aidait un peu. Mais oui, je comprends tout à fait ce que tu dis, mais en fait, moi, j'ai l'impression que Jokic, il s'en fout, quoi. Ah oui, J'ai vraiment l'impression mais qu'il s'en mais bien sûr qu'il s'en contrefout. fiche. Mais je trouve ça amusant de ce que ça dit sur la ligue et le traitement de comment, en fait, de toutes les structures de fans qui peut exister, en fait, et de comment les médias réagissent à ça. Oui, ouais, mais je suis d'accord. Après, tu sais, il y a aussi, en NBA, il y a quand même aussi pas mal ce phénomène où tu as énormément de fans de NBA qui ne sont absolument pas fans d'une équipe, qui sont fans de joueurs. Et c'est vrai que la personnalité de LeBron et tout le storytelling sur sa carrière, enfin pas que le storytelling, sa carrière est juste extraordinaire. Donc évidemment il a cette capacité à quasiment prendre les médias en otage, en fait. Il est trop fort pour ça, il est incroyable, il a une capacité à mettre en scène sa communication qui est hallucinante. Moi c'est un truc... Et à contrôler le discours autour de Ouais, lui et de sa personne et de ce mais qui c'est lui ça, arrive, en à fait. contrôler ce que les Américains appellent le narrative. Et tu vois, c'est quand sa dernière saison à Cleveland, il faut faire une rétrospective sur cette dernière saison. C'est incroyable à quel point il se met en scène. Il met en scène sa fatigue, son isolement. Enfin, vraiment, il y a des moments où tu as l'impression que il porte le poids du monde sur ses épaules. Et donc, en fait, sans jamais qu'il dise... Il écrit un livre avec son corps, Voilà, presque. c'est ça. Et en fait, il a même, à aucun moment, il a besoin de dire, il faut que je parte, parce que si je veux gagner, je dois partir, parce que je pourrais plus gagner ici, et je peux pas me tuer, en fait, à porter cette équipe. En fait, il a même pas besoin de le dire. Il nous le montre tellement que c'est comme ça. Et donc, oui, LeBron, voilà, il a complètement réussi son coup, à savoir que, à l'issue du match, on parlait quasiment plus de lui et de l'avenir des Lakers que Denver. Alors, peut-être que si les Lakers étaient sortis plus honorablement, LeBron se serait pas senti obligé de braquer la couverture médiatique. Mais en soi, voilà, et c'est pas le plus important, en fait, quoi. Ce qui compte vraiment, c'est que Denver est enfin en finale. Tu vois, Complètement. voilà. Et puis, il y a aussi une autre chose qu'il faut pas oublier, c'est que cette finale de conférence entre les Lakers et les Nuggets, bien qu'elle ait été très courte, parce qu'elle n'a duré que 4 matchs malheureusement, elle a eu des audiences énormes en fait. C'est les meilleures audiences en moyenne pour une finale de conférence depuis 5 ans et une affiche Warriors-Rockets. Donc si on compare aux audiences de la saison dernière, par exemple, on est sur une vraie augmentation. Alors oui, ces audiences, elles sont probablement en très grande partie grâce à LeBron et aux Lakers, c'est vrai, mais c'est un détail, et dans l'absolu, en fait, les Nuggets, ils s'en foutent. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que tout le monde les a vus éclater, LeBron et les Lakers, comme tout le monde les avait vus éclater KD, Booker et les Suns juste avant. Enfin voilà, ils commencent à avoir un tableau de chasse, là, c'est Nuggets qui a une sacrée gueule. Et écoute, voilà. J'ai pas de souvenir, en tant que fan, enfin, je te dis, je pense que Nowitzki est le plus proche de ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Comment l'image de Dirk Nowitzki a totalement changé, à faire un virage à 180 degrés entre le moment où à partir du moment où il a gagné son titre en 2011. Ah, mais de toute façon, on sait très bien que c'est hyper important, en fait, l'obtention d'une bague. Il y a quelques semaines, on avait fait un podcast sur Damian Lillard, et on avait parlé de ça, et du fait que, évidemment, Damian Lillard, il rêverait d'avoir une bague, parce que ça propulserait dans l'imaginaire collectif sa carrière dans une toute autre dimension. Et on le sait, en NBA, avoir la bague, ça change tout. Donc, oui, mais bon, voilà, écoute... En fait, quand tu écoutes les interviews d'après match 4 des joueurs de Denver, enfin vraiment, ils ont un côté, ils s'en foutent en fait de pas faire la une des médias. Ils sont juste heureux d'être là. T'as l'impression qu'ils sont juste vraiment contents de jouer ensemble, d'écrire l'histoire au sein d'une franchise qui avait, encore une fois, jamais atteint ce niveau de compétition. Et c'est vraiment à l'image de Jokic, qui est un joueur qui est avant tout extrêmement collectif. Ce mec-là, il a déjà un palmarès individuel qui est extraordinaire, mais il tire jamais la couverture à lui. Et d'ailleurs, dans cette conférence de presse, il a immédiatement rendu hommage à Jamal Murray. Et ça en dit très très long, en fait, sur le joueur qu'il est et sur l'état d'esprit qu'il y a dans cette franchise. Tu vois bien qu'il a aucune envie de participer à tout ce Bah, bien discours. sûr. D'ailleurs, pareil, quand il a senti que les gens étaient là en train de... Une autre discussion qui s'est passée pendant ces finales de conférence où les gens commençaient à dire, tiens, Joel Embiid, ah oui, on sait... Après avoir énormément de médias, après avoir forcé les choses sur Joel Embiid, pourquoi il mérite le titre de MVP, tout ça,
ont complètement retourné leur veste, sont venus dire ah oui Jokic désolé on aurait dû te et c'est Jokic qui est en train de prendre la défense de Joel Embiid en disant mais il est tout à fait c'était tout à fait honorable de lui donner le titre de MVP, il le méritait amplement et puis il y a rien qui permet aujourd'hui de dire qu'il ne le méritait pas et tu vois enfin tout ça me pareil, le nombre de youtubeurs, de journalistes qui sont invités dans des podcasts et ainsi de suite, qui viennent dire au micro « Ah, je me suis trompé. Ah, je n'aurais pas dû dire ça. Ah, je n'aurais pas dû m'en prendre à Jokic en disant que c'était un joueur vraiment médiocre. » Enfin, médiocre. Que c'était pas le joueur... c'était pas un joueur historique et ainsi de suite. Pas un joueur all-time. Enfin, un joueur all-time. Non, mais tu te rends compte de dire ça, c'est... Mais après je peux comprendre d'une certaine façon. Ah non, tu peux pas dire ça. Que certains hésitaient à le mettre. Attends. Hésitaient à le mettre là-dedans, mais après, ça leur rend pas service, clairement. Ça leur rend pas service. Tous ceux qui étaient là à cracher sur Jokic, je pense notamment à ce journaliste américain, là, Nick Wright, qui, dans sa pyramide, n'avait même pas Nikola Jokic dans sa pyramide de joueurs. Qui étaient les meilleurs joueurs de la ligue en NBA aujourd'hui, actuellement. Le gars omet de mettre le double MVP en titre, quoi. Enfin, bref. C'est dingue. C'est dingue. En fait, je te dis, j'ai rarement vu ça, un tel revirement des discours, et on n'a pas fini. Je pense que si Denver parvient à aller au bout, voilà, ça va encore sortir dans tous les sens, quoi. En tout cas, ce qui est sûr avec cette équipe de Denver, c'est que, contrairement aux années précédentes, là, on a quand même un peu ce sentiment de... Ils arrivent à leur pic au meilleur moment. Tu vois, on n'a pas du tout cette sensation qu'on a pu avoir certaines années où on avait un peu l'impression qu'en play-off, ils commençaient à s'essouffler, que physiquement, ça devenait compliqué et tout. Au contraire, là, en fait, on a vraiment l'impression qu'en fait, sur ces play-offs, ils sont montés en régime et que là, ils se sont offerts en plus le luxe d'avoir une semaine de vacances. Et faudra être sérieux face à eux en finale. Quel que soit leur adversaire, que ce soit Boston ou Miami, ça va pas rigoler parce que c'est vraiment cette équipe, elle est extrêmement forte. Et Jokic, tu vois, Jokic, moi j'ai lu que ça avait pas été le meilleur joueur de cette finale de conférence et que le patron de cette équipe, ça avait été Jamal Murray. Et Jokic, il tourne en 28 points, plus de 14 rebonds, 12 passes sur la série, quoi. C'est... Mais je savoure tout ce qui se passe actuellement. En fait, les auditeurs le savent très bien, tu le sais très bien. Je suis je suis en transe personnellement de voir. Je veux dire, je suis fan de ce joueur de cette équipe depuis un moment. Donc, et moi, je suis pareil. Toi, moi, en tant que fan, moi, je vis à travers les joueurs. Je vis pas à travers les clubs. Je suis pas la fan d'un club et c'est à la vie à la mort, quoi. J'ai jamais vécu ça comme ça et bref. Mais non, j'ai hâte, si jamais ça se produit, de voir comment Jokic et Murray, ce duo, est en train de potentiellement porter son. Enfin, quand tu vois les stats de Murray et quand tu vois les stats de Jokic, historiquement, il frappe à la porte des plus grands duos de l'histoire de la Ligue. Oui, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, pour toi, c'est pas ça qui est le plus important aujourd'hui. Pour toi, aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est de savoir si oui ou non LeBron va prendre sa retraite. Non, mais quand j'entends Chris Mannix dire, par exemple, l'histoire de Jokic, elle est pas intéressante. Dire ça d'un gamin qui a grandi pendant la guerre des Balkans, qui est arrivé dans la ligue de la manière dont il est arrivé, 41e pick, second tour de draft, tout ça. Pareil pour Jamal Murray, dire que son histoire, elle n'est pas intéressante. Michael Porter Jr., beaucoup de joueurs dans cette équipe ont des parcours absolument géniaux. Ouais, je suis d'accord. Passionnants. Et j'ai hâte qu'on raconte ces histoires-là. Et je pense qu'on va y venir au moment des finales et tout ça. Que ça se passe pas maintenant, ok, soit. Mais c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure en intro, c'est que je pense que si ça gagne le titre, voilà, au moins pendant quelques jours, les gens vont parler de ça. Voilà. Je l'espère, en tout cas. En tout cas, ce serait mérité. Et cette équipe est vraiment une très très belle équipe. Et Jokic est vraiment le joueur. Pour moi, c'est vraiment le joueur le plus fascinant de la NBA actuelle. Voilà. Ça me fascine. La manière avec laquelle il dicte le rythme, l'espèce de
l'espèce de fossé qu'il y a entre son profil physique et sa finesse technique, enfin c'est dingue. Et puis même, tu vois, la manière avec laquelle les gens, Ouais. enfin moi je lis tout le temps des gens dire que c'est pas un athlète le mec parce qu'il a pas le physique d'un athlète. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte qu'on parle de mecs, c'est des marathoniens ces mecs-là, ils enchaînent les matchs Mhm. à une fréquence absolument hallucinante. Jokic, il a jamais de gros pépins physiques, il joue tout le temps. Enfin, voilà, moi c'est un mec qui me fascine et je suis, tu vois, il y a plusieurs joueurs comme ça dont je suis vraiment extrêmement heureux d'être contemporain de leur carrière et Jokic évidemment en fait partie. Un des plus beaux hommages qui a été rendu ces derniers temps, ces derniers jours, c'est LeBron James. Quand Ouais, LeBron James dit, on s'est regardé avec Anthony Davis et on s'est dit, ce gars est spécial. Quand il dit, Jokic est capable de, je comprends ce que fait Jokic sur le terrain. Je vois ce qu'il est capable de faire. Je vois comment il pense le jeu, comment il cartographie le terrain pour obtenir ce qu'il a envie d'obtenir. Grosso modo, ce que dit James quasiment, c'est Jokic a des capacités qui sont très similaires aux miennes, enfin, quelque part. Il met Jokic sur un niveau extrêmement élevé. On voit comment sa façon dont la manière dont il a décrit le jeu de Jokic, je veux dire, ouais, la manière avec laquelle il voit les choses. Il a eu une phrase, tu sais, sur le fait que c'est le genre de joueur qui te met, qui te pousse au déséquilibre. Parce qu'en fait, bah, il n'y a pas de défense parfaite en NBA. Enfin, tu vois, ça n'existe pas, en fait. Et comme ce mec-là voit tout avant que ça n'arrive, bah, il te pousse toujours à être dans les situations les plus inconfortables qui soient. Et ouais. effectivement, venant de LeBron, il y a pas de meilleur compliment, quoi. Ouais, je vais arrêter de faire mon fanboy là. Les gens vont en avoir marre. Je comprends que vous en ayez marre. Moi aussi, des fois, j'en ai marre de moi-même. Sachez-le. Ça m'arrive. On va parler, pour terminer, de la retraite de Carmelo Anthony qui a annoncé qu'il quittait officiellement les Enfin, parquets après 19 je, saisons NBA. Oui, quoi? je tiens quand même à dire que au final, donc la retraite de LeBron, on n'y croit absolument pas, hein, parce qu'on en a même pas parlé, mais on est bien d'accord que c'est pipeau, quoi. Ah oui, 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 oui. Ok, bon, Ah oui, ça oui. me rassure. Tu crois vraiment que LeBron Pas du James va tout, quitter non, cette non, non, ligue sans faire la saison, absolument la pas. saison des adieux? Voilà, c'est ça, le Farewell Tour et tout. Non, non, mais absolument pas. Tu Mais crois voilà, vraiment que ça va se je passer voulais comme juste ça? qu'on soit précis là-dessus, hein, on est bien d'accord, ça Franchement, n'arrivera pas. si LeBron décidait de faire un peu comme Bill Russell, à savoir rien dire à personne et le jour où il joue sa dernière saison, dire allez, salut, ciao. Hein? Quoi? C'est ce qu'a fait Bill Russell. LeBron James ne fera jamais ça. Non, Pas lui, pas comme ça, pas maintenant, pas dans ce truc-là. Non, ça n'arrivera jamais. certainement pas. Absolument pas. Carmelo Anthony, Ouais. 9e sur le NBA All-Time Scoring List. 38 ans, il quitte la NBA après avoir joué pour 6 équipes, les Nuggets, les Knicks, le Thunder, les Rockets, les Trailblazers et les Lakers. Il a été champion, enfin meilleur scoreur de la ligue dans la saison 2012-2013. Il a gagné 3 médailles d'or avec le Team USA en 2008, 2012, 2016 et une médaille de bronze en 2004. Charles, qu'est-ce que tu retiens de la carrière de Carmelo Anthony? Ouais, scoreur exceptionnel, mais c'est tout. Voilà. Ouais. C'est franchement, voilà, je suis désolé, hein, mais moi, c'est un joueur qui m'a jamais captivé. Alors, il m'a captivé par ses moves, effectivement. Je pense que techniquement, c'est peut-être un des joueurs qui m'a le plus impressionné. Mais sa carrière, c'est quand même énormément de regrets. On a quand même souvent eu la sensation qu'il n'avait pas le caractère qu'il fallait pour être le patron d'une franchise ambitieuse. Alors Mhm. oui, il restera sans aucun doute dans l'histoire de la Ligue, hein, meilleur marqueur, je crois, en 2013, recordman de points inscrits au Madison Square Garden avec ce match à 62 points face aux Bobcats en 2014, je crois, en 2014. Et puis c'était un personnage, hein, voilà, on a plein d'anecdotes avec Carmelo, le fameux phénomène Oudi Melo, c'est cette aura qu'il a auprès d'énormément de joueurs, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de respect pour lui, à commencer par LeBron, qui lui a rendu un hommage appuyé, qui est très très proche de lui. Mais même au niveau du grand public, hein, Melo, il avait beaucoup de fans, et quelque part c'est compréhensible, parce qu'on vit quand même à l'époque du highlight, et Melo, techniquement, encore une fois, c'était incroyable, il avait une palette très très large, des highlights, il en a des tonnes, il a marqué des paniers magnifiques,
Mais bon, voilà. Et en termes de résultats sportifs, ça laisse quand même à désirer. Exactement. En termes de résultats, ça laisse à désirer. Et puis, Bah, voilà. alors, il avait un talent absolument hallucinant. Dès son entrée dans la ligue, il a réussi à porter Denver en playoff, alors que Denver était hors des playoffs depuis un très long moment et qu'ils n'avaient pas remporté de série depuis 94. Il a quand même remis un petit peu Denver sur le devant de la scène. Je suis assez d'accord avec toi quand tu dis que c'était pas forcément le gars capable de porter un club. La seule fois où il atteint les finales de conférence dans sa carrière, c'est en 2009 avec Denver. Et c'est majoritairement, enfin si on fait pas une réécriture de l'histoire, je suis désolé, mais c'est l'arrivée de Chauncey Billups qui change beaucoup la donne dans le vestiaire et sur le terrain. Alors, Carmelo reste la superstar au scoring, tout ça, enfin le joueur qui, qui, qui est là et sur qui les projecteurs se lancent. Mais le patron, c'est Chauncey Billups, quoi. Ouais, ouais. Et puis, voilà. Moi, c'est vrai que Melo, il m'a trop souvent laissé sur ma faim. En fait, après, c'est un peu injuste, hein, mais c'est vrai qu'en NBA, un joueur aussi fort offensivement, on attend de lui qu'il soit capable d'être un vrai franchise player, et Melo n'en était pas capable. Voilà. Bon. Alors après, c'est un peu dur comme reproche, hein, dans le sens où On l'a Melo, déjà expliqué, toi et moi, à quel point c'est excessivement compliqué d'être un vrai franchise player. Je veux dire, exactement. un jour, il faudra qu'on fasse, je te dis, il faudra qu'on fasse ce podcast pour expliquer la grande différence entre être une superstar de la ligue, un mec qui est tout à fait respectable. Je veux dire, c'est très bien, mais être un franchise player, c'est autre chose encore. Voilà, c'est Ils ça. sont excessivement peu à atteindre ce statut. Et c'est pas juste une question de statistiques ou de... Voilà, moi, si demain tu me demandes de choisir un franchise player entre Kevin Durant et Jimmy Butler, j'hésite pas une seule seconde à prendre Jimmy Butler, alors que Mhm. statistiquement, c'est une aberration, tu vois. Mais c'est pas une question de statistiques, en fait. Être le Tout à patron fait. d'une franchise, ça va bien au-delà de ça. Tout à fait. Et voilà, et moi, la carrière de Carmelo, truc qui m'avait marqué, et que j'avais trouvé d'ailleurs dommageable pour sa carrière, c'est que quand il quitte Denver, il fait ça mal. Ah oui. Il exige un transfert en 2010, et ça va durer pendant des semaines, pendant des mois, où ça va bouder, où ça va balancer des... Enfin, c'était moche, tout le monde, ils avaient trouvé, enfin, le mot c'était le mélodrama. Ouais. Euh, et pour ceux qui ont vécu ça, on avait vécu deux trucs très similaires au même moment. Mais Carmelo Anthony à Denver qui poussait pour partir à New York, aux Knicks, et Dwight Howard qui forçait la main d'Orlando pour le faire partir du Magic. Et c'était insupportable. Ça a duré des plombes et des plombes et des plombes. Tout ça pour finalement qu'il y ait un transfert à l'intersaison. Et En février. en février, alors que il aurait pu attendre l'été pour pouvoir partir à New York tranquillement et ne pas vider les Knicks de son effectif. Bah ouais, il a forcé, et au final, d'ailleurs, cette année-là, les Knicks se font sweeper en playoff. C'était bien la peine, effectivement, de ne pas attendre l'été. Mais oui, non, bien sûr. Et tu dis, pour bien situer, parce que tu dis ça a duré très longtemps, en fait, à la fin de la saison, il refuse une extension. C'est ça. Sous-entendu, je veux me barrer, et effectivement, le trade n'a lieu qu'en février. Donc voilà, on a quasiment 5-6 mois de drama, voilà, de mélodrama. Bon, Il y a écoute, ouais, 13 joueurs qui changent d'équipe. Chauncey Billups, qui était originaire du Colorado, se retrouve embarqué dans ce transfert. Enfin, il n'y avait rien qui collait dans cette histoire. C'était vraiment... Enfin, Carmelo a perdu beaucoup de sympathie à ce moment-là de sa carrière. Il faut... pour ceux enfin, on peut se souvenir de la fin de la carrière qui était beaucoup plus tendre. On était beaucoup plus tendre avec Carmelo et ses années au Knicks nous paraissent être des années vraiment extraordinaires, du moins pour certains. Mais ce passage de Denver à New York, enfin, je veux dire, c'était quand même en fait, c'était excessivement pénible, quoi. quand tu forces ton trade en NBA, t'as tout intérêt à gagner dans ta prochaine équipe, parce que c'est à peu près le seul moyen que t'as de faire, entre guillemets, oublier ce qui s'est passé, tu vois. Ouais. Et encore, hein, je mets des gros guillemets. Mais voilà, c'est clair que Melo, s'il avait été à New York et il avait retransformé New York en une franchise ambitieuse et capable d'aller au titre, on n'aurait pas ces débats-là, tu vois, c'est clair. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Et effectivement, aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est très dur
c'est très dur, en fait, de définir vraiment la carrière de Melo, quoi. Oui, Est-ce que c'est une belle carrière parce que c'est un des joueurs les plus doués qu'on ait vu offensivement, qu'il est dans le top 10 des complètement. meilleurs scoreurs, et cetera? Ou alors est-ce que c'est un énorme gâchis parce que quand tu as un talent comme ça, bah, c'est pas possible, en fait, d'avoir si peu de résultats collectifs? Les Nuggets peuvent remercier Melo, c'est grâce à lui qu'ils ont chopé le pic de draft qui deviendra Jamal Murray. Je tiens à le souligner. Ouais, Bah, je en tout sais pas, cas, je sais pas. En tout cas, quand je repense à la carrière de Melo, je pense que sa plus grande réussite reste sa carrière avec le Team USA, oui. Ah bah, en clairement. FIBA, Melo, c'était injouable, quoi. Ça reste un joueur, voilà, un scoreur absolument magnifique en NBA. Effectivement, moi, je trouve que après le bilan concret de sa carrière en termes de résultats sportifs, bah, laisse beaucoup à désirer, quoi. Ça n'enlève pas que c'était un joueur. Je comprends tout à fait qu'on puisse être fan absolu de Carmelo Anthony, qu'on ait aimé la NBA grâce à lui, parce que je Oui, pense qu'il a amené beaucoup de gens tout à fait. à s'intéresser et à tomber amoureux de cette ligue. Et rien que ça, c'est une très bonne chose. Euh, et il y a eu effectivement des très beaux moments dans sa carrière, clairement. C'est son record de points, je crois, qu'il fait au Madison Square Garden. Voilà, il y a des perfs individuels qui sont vraiment très, très, qui sont remarquables, clairement. Ah oui, non mais effectivement, non mais vraiment, il était tellement doué offensivement, et c'est aussi pour ça que c'est si frustrant, tu vois. Mais bon, effectivement, voilà, c'est mélo, c'est frustrant, c'est très fort offensivement, mais c'est très frustrant aussi. Et pour répondre à la question qui a l'air d'agiter les réseaux sociaux depuis quelques jours, c'est évident pour moi, Melo n'a son maillot retiré ni à Denver ni à New York. C'est une évidence. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, je ne sais pas combien de gens vont hurler en nous entendant dire ça, mais Denver, enfin, ça paraît à peu près mort désormais, puisque c'est Nikola Jokic qui porte le 15. Et que lui Donc, aura son maillot retiré. oui, voilà. Là, c'est déjà pratiquement une certitude déjà. Et deuxièmement, à New York, je vois pas comment tu peux justifier le retrait d'un maillot dans une franchise aussi mythique quand ton plus grand accomplissement est d'avoir atteint les demi-finales de conférence, quoi. Une fois, je crois. Oui, et puis non mais Ou deux, attends, je sais pas. de Mais toute façon, à New York, pour se faire retirer son maillot, il faut vraiment, c'est compliqué. Il y a des Bernard King joueurs. n'a pas son maillot retiré. On en parlait en off tout à l'heure, c'est toi qui e- me disais ça. Enfin, je veux dire, c'est. Exactement. À partir de là, tu retires pas le maillot de Melo. Enfin, tu vois, il faut être Non. cohérent un peu. Il faut être cohérent. Donc voilà. Je trouve d'ailleurs que ce côté de rendre hommage et que la façon de rendre hommage à un joueur, c'est il faut absolument retirer son maillot. Est-ce qu'on retire son maillot ou pas? Alors, entrer au Hall of Fame de Carmelo Anthony, je veux bien discuter de ça et ça me semble être tout à fait possible. Maintenant, le truc du retrait du maillot, il y a un moment, faut arrêter, faut mettre un peu le frein, quoi. Et on va pas retirer le maillot de n'importe quel mec qui était un favori des fans à chaque fois. Enfin, je veux dire, faut qu'on garde du sens dans ce genre d'hommage, quoi. Ouais, je suis d'accord. On peut rendre hommage à un joueur, on peut avoir apprécié un joueur, on peut apprécier la carrière d'un joueur, on peut reconnaître le talent d'un joueur sans pour autant que le retrait du maillot soit systématique, quoi. En fait, pour moi, c'est surtout que le retrait du maillot, il faut que le joueur, il ait fait briller le collectif, il ait fait briller la franchise, si tu veux. Tu peux pas. Et qu'il ait marqué l'histoire de Oui, la mais c'est ça. franchise. Mais donc, c'est ça, c'est que ça implique en fait quelque chose sur le plan collectif, tu vois. Ça implique des résultats collectifs extraordinaires, ou alors ça implique de rester, d'avoir marqué l'histoire de la franchise au sens record, palmarès, etc. Melo, à la limite, dans ce cas-là, la seule case qui coche, c'est ce record de points Madison Square Garden. Mais ça Ouais. suffit pas, quoi. Ça suffit pas. Après, peut-être que dans d'autres franchises, tu vois, peut-être que dans d'autres franchises, je te dirais, ah bah si, quand même, tu vois, statistiquement, il a fait des choses impressionnantes, donc on peut retirer son maillot. Mais pas à New York, parce que on l'a Ouais. dit, à New York, c'est très difficile d'avoir son maillot retiré, aux Knicks en tout cas, et tant que d'autres légendes de la franchise attendront toujours d'avoir cet honneur, c'est pas Melo qui va l'avoir, quoi. Hmm. Et puis, comme on disait, toi et moi, tiens, aussi en off, Melo, c'est un des plus grands what if quand tu penses qu'il aurait pu débuter sa carrière NBA avec les Pistons de Détroit et sous les ordres de Larry Brown. Alors, comment Larry Brown aurait géré le cas Carmelo Anthony, ça aurait été bon
Là encore, on aurait eu un bon mélodrama, tiens. C'est clair. Je pense. Mais voilà, si les Pistons ne prennent pas Darko Milicic et choisissent Carmelo Anthony, quel bon choix. Sachant que c'est l'année, cette draft-là, c'est juste avant que les Pistons gagnent leur titre face aux Lakers en 2004. Donc, ils se seraient retrouvés dans un effectif avec Ben Wallace, Rashid Wallace, Richard Hamilton et Chauncey Billups. Alors, je crois oui, c'est sûr même, Rashid Wallace arrive dans le cours de cette saison. Donc, ça aurait pu changer également beaucoup de choses pour les Pistons, pour le coup. Bref, on ne saura jamais. Ouais, c'est le principe même du what if. Mais c'est un bon what if, ouais, grave. Ouais. Merci Charlie de m'avoir accompagné. Merci à toi, écoute, c'était un plaisir. Yes, et chers auditeurs, merci. Voilà, ce ne sera pas le preview des finales NBA, ça ne sera pas avec Charlie, parce que Charlie ne va pas être là pendant un petit moment, pendant une petite semaine, malheureusement. Voilà, et puis on fera le preview là, quand ça se passera, je ne sais même pas quand est-ce qu'on va le faire. Ouais, c'est difficile d'avoir de la visibilité. Hein. On verra ça, ce sera avant le 1er juin, ça c'est sûr, parce que ça sera le début des finales NBA. Donc voilà, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau podcast. D'ici là, passez un très très bon week-end et je vous dis à lundi. Ciao, bye bye.